Donc tout ça, ça nécessite une analyse à froid, calme, pour regarder s'il y a des liens statistiques entre certaines manifestations, d'une part, et d'autre part, l'injection du vaccin. En attendant, c'est bien de mettre une parenthèse pour se donner le temps de faire ces statistiques. Tout ça me paraît raisonnable, d'autant qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les analyses et que, par ailleurs, les analyses dont nous avons disposé sont celles de l'industrie pharmaceutique, et je vous raconterai comme celles de l'industrie pharmaceutique, elles sont toujours biaisées. Il faut bien, dans la réalité, et non pas la réalité seulement analysée par l'industrie pharmaceutique, qu'on voit qu'elle est bonne. Est-ce que vous avez des exemples, des travaux qui ont été faits pour mesurer ces biais liés à l'analyse par l'industrie pharmaceutique? Oui, il y a deux. Moi, je conseille à ceux qui se découvrent scientifiques, là, du jour au lendemain, ou qui pensent être des scientifiques parce qu'ils répètent toujours la même chose sans approfondir la chose. Il y a, depuis quelques années, un site en Angleterre qui s'appelle Cochrane Library, qui analyse toutes les études qui sont faites sur un sujet donné. Mais ils font des analyses qui durent des mois, voire des années, pour être sûr d'avoir une analyse complète, totale, de la littérature sur un domaine donné. Alors il y en a deux qui me paraissent très intéressantes et que je crois très importantes pour ceux qui donnent des leçons et qui essaient de m'en donner sur la science à Cochrane Library. Le premier, c'est j'avais fait un éditorial là-dessus, mais qui a dû passer inaperçu pour beaucoup. C'est une analyse de la Cochrane Library sur les essais thérapeutiques qui a comparé les essais randomisés aux essais observationnels. Et donc, la conclusion sur plusieurs milliers d'études, d'accord, c'est que il n'y a pas de différence entre les deux, quelle que soit d'ailleurs la méthode d'observation que l'on ait utilisée. Donc le mythe des études randomisées qui auraient une supériorité par rapport aux études observationnelles n'est juste qu'un mythe. C'est une opinion, c'est de la religion, c'est j'ai raison, ça n'est pas observable. Donc s'il y a des gens qui sont neutres et qui observent tout ce qui est publié dans la littérature, ils ne voient pas de différence entre les essais randomisés, sauf que, en réalité, les essais randomisés sont d'une telle complexité et sont tellement chers que, en pratique, c'est rarement autre chose que l'industrie pharmaceutique qui peut les payer. La deuxième chose, moi j'entends ça m'amuse beaucoup, de dire que je suis un complotiste et que je vois des complots partout, parce que je dis que, vous savez, il faut se méfier. Partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a un risque de corruption. Il faut être un enfant pour ne pas savoir ça. Moi qui aime la culture classique, si vous voulez, la fin de la République explique ça exactement dans ses moindres détails. C'est comment la corruption a mis fin à la République romaine. Et là, il y a un scientifique de grande qualité qui a fait un travail sur l'histoire de la corruption avec l'industrie pharmaceutique et les sciences médicales. Je vous conseille de le lire en entier, si vous pouvez, ça doit pouvoir être traduit facilement sur Internet. Mais surtout, il mentionne deux études. Je vous ai mis une des deux de la Cochrane Library, qui a analysé, pareil, 8000 articles pour regarder quand on fait la même étude à propos du même médicament, qu'une fois c'est payé par l'industrie pharmaceutique et qu'une fois ça n'est pas payé par l'industrie pharmaceutique ou des gens qui ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, eh bien, quand on regarde plus des 8000 essais, dans toutes les dimensions, quand il y a un financement par l'industrie pharmaceutique, vous multipliez par 1,27 le risque d'avoir des conclusions favorables. Et la conclusion est que, quelle que soit la qualité de l'étude, vous n'arrivez pas à le détecter par vous-même. Parce que, en apparence, les résultats sont parfaitement ordonnés. Quel que soit le niveau de qualité présenté, vous avez un biais, pour mettre simplement les choses, et donc vous retrouverez ça dans cet article, à chaque fois qu'il y a
un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Et dans la plupart du cas, vous êtes incapable de détecter où est ce biais. Et nous avons fait exactement la même chose avec Mathieu Millon, sur un papier qu'on peut trouver aussi sur notre DOI et qu'on est en train d'envoyer. Si vous êtes financé ou si vous avez des liens d'intérêt avec Gilead, l'hydroxychloroquine marche 2 fois moins souvent que si vous n'avez aucun lien d'intérêt avec Gilead. Et vous avez une deuxième chose qui est très intéressante, qui est sur le papier Co19, sur le site Co19, vous avez, eux trouvent un biais extrêmement significatif avec le fait d'être américain ou de ne pas être américain. Donc si vous êtes américain, vous êtes contre l'hydroxychloroquine. Si vous n'êtes pas américain, vous trouvez que l'hydroxychloroquine marche. Donc voilà des biais que l'on peut parfaitement analyser dès que l'on a suffisamment de données, qu'on a la curiosité de faire de la science plutôt que des affirmations en tapant sur la table et en disant qu'on a raison. Eh bien, on voit très bien où sont les biais. C'est très facile. Il suffit de regarder la littérature pour ceux qui s'y intéressent. Après, ceux qui parlent de science sans lire de la science et qui donnent leur opinion comme si c'était l'état de la connaissance, se pervertissent eux-mêmes, ils pervertissent leur esprit. Est-ce qu'on a dans l'histoire récente des exemples de corruption de cette nature qui auraient pu être poursuivis, qui auraient été bien identifiés ? Déjà, je pense qu'il y en a une qui aurait dû être poursuivie, c'est que Gilead a réussi à vendre 1 milliard d'un médicament dont l'OMS disait qu'il ne servait à rien. Donc je ne sais pas pourquoi l'Europe a fait ça, je ne sais pas pourquoi le parquet financier ne s'empare pas d'une chose pareille, parce que je trouve ça étonnant. Mais oui, bien sûr, Pfizer a été poursuivi pour avoir dissimulé des résultats négatifs. En Chine, AstraZeneca et Pfizer ont été poursuivis. Ensuite, l'exemple que tout le monde connaît par cœur, c'est celui du tabac, qui a financé d'une manière extraordinaire des fausses études pour montrer que le tabac était bon. Là aussi, les États-Unis ont joué un rôle terrible, il faut dire là ici, encore une fois, Noam Chomsky, dans les accords de l'OMC, en obligeant l'Inde à acheter du tabac américain. Enfin, donc, si vous voulez, moi je veux bien que les gens découvrent brutalement la nature humaine, la nature de la corruption et la nature de l'argent à ce niveau-là. Mais enfin, tout ça n'est aucunement une surprise, ni pour l'industrie pharmaceutique, ni pour les autres industries. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est d'ailleurs pas tellement leur problème à eux. Le problème, c'est comment les États prennent des mesures pour avoir un minimum de contrôle de ce mécanisme-là, y compris dans les industries pharmaceutiques. Vous verrez, si vous lisez ce livre sur l'épistémique corruption, les gens de l'industrie pharmaceutique ont l'habitude de devenir familiers, voire amis, avec les leaders d'opinion. Et donc c'est beaucoup ce qui s'est passé. Quand on voit, finalement, si vous avez été invité 4 fois dans un congrès, vous avez mangé 5 fois avec des gens qui vendent des médicaments, même si on ne vous donne pas de l'argent directement, vous avez créé des relations qui sont des relations anormales, et donc vous avez perdu votre lucidité dans ces réactions anormales. Donc il faut y faire très attention, ça existe, ça existera toujours, ça fera partie de la nature des relations humaines, et donc il faut créer les moyens pour que ça ne dépasse pas, ça ne fasse pas prendre un risque pour la société ou pour sa santé, parce que ça empêche le développement de stratégies qui soient des stratégies utiles. Et ceci nous amène à dire, écoutez, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ce qui est vraiment urgent maintenant, de mon point de vue, c'est, il y a plein de médicaments dont on voit in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, qu'ils marchent. Plein de médicaments. Certains totalement inattendus, des médicaments psychiatriques, avec des confirmations cliniques. Il y a une très belle étude française qui montre que les gens qui prennent des antidépresseurs, pour d'autres raisons, font moins de formes graves du Covid que les autres. Il y a des essais sur l'ivermectine qui ont été publiés dans le monde. Il y a une quantité de molécules qui ont une efficacité in vitro, parfois associée à des études statistiques observationnelles qui le montrent. Il est temps d'arrêter de croire au Père Noël et à la molécule magique qui va sortir. Il y a une quantité de molécules à tester. Et donc, on ne peut pas
laisser simplement le jeu du marché, trouver de nouvelles molécules. Personnellement, je pense qu'il faut que l'État s'investisse pour faire un appel d'offres pour l'évaluation des molécules qui ont une efficacité in vitro, qui sont très peu toxiques parce qu'on les connaît, qui sont génériquées parce qu'elles ne coûtent rien, d'accord, pour pouvoir trouver des solutions dans le soin, parce que le soin reste la seule chose par laquelle on est sûr d'améliorer les malades. L'autre chose que nous, on a vu, que je conseille, y compris à nos amis parisiens, c'est que depuis que nous avons mis de l'oxygénation à haut débit, ce qu'on appelle l'Optiflow, on sauve des gens qui mouraient il y a encore quelques mois, parce qu'ils ne pouvaient pas aller en réanimation. Je pense qu'il faut étendre beaucoup ces outils. Alors ça nécessite des aménagements que nous, on a fait, qu'on a pu faire librement, parce que pour ça, nous sommes libres. D'augmentation du débit d'oxygène, parce que ça consomme beaucoup d'oxygène. On consomme 50 litres d'oxygène au lieu de 5 à 10. Donc mais ça sauve des gens, ça leur permet de faire un passage. Et donc, tout ce soin, la qualité du soin est un élément essentiel dans cette maladie, dont je ne sais pas combien de temps elle va durer. Donc, c'est très important. Et enfin, pour toutes les médisants qui cherchent à peu près tout ce qu'on peut dire de mal de moi, je vous le dis, ici, nous avons tous pris la décision, les médecins de l'IHU, nous sommes des fonctionnaires de l'assistance publique. Donc nous décidons de rien, de la facturation. Nous pourrions avoir une activité privée, mais il se trouve qu'aucun d'entre nous n'a d'activité privée et aucun d'entre nous n'a de lien avec l'industrie pharmaceutique parce que l'on pense que ça serait pour nous un conflit intellectuel de faire l'un ou l'autre. Voilà, c'est notre position, ça ne veut pas dire qu'elle doit être générale, mais c'est notre position. Donc ce n'est pas nous qui facturons, comme le dit un journal médisant, les hospitalisations, vous ne pouvez pas décider, on ne peut pas décider de ce que l'on finance comme consultation. La mienne de consultation, elle coûte 23 €, elle est remboursée par la sécurité sociale. Alors c'est pas avec ça que je fais de l'argent, et mon salaire ne dépend pas de l'IHU, et l'IHU ne reçoit pas d'argent en fonction de son activité, on reçoit des moyens pour pouvoir continuer à faire son activité. Donc tout ça, c'est juste de la malveillance pure et simple. J'en me demande pourquoi je ne porte pas plainte, c'est parce que j'ai autre chose à faire et qu'en réalité, je m'en fiche. Voilà. Merci beaucoup.